Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Calme et farouche, discret et difficile à observer, le coucou gris est néanmoins célèbre pour son chant caractéristique, à qui il doit son nom et qui nous a inspiré la chanson Dans la forêt lointaine. Les coucous répétés sont ainsi, en France, annonciateurs du printemps, période où le coucou gris rentre des pays chauds pour sa période de reproduction. S'il peut ressembler, de loin, à un faucon, le coucou est quant à lui insectivore et sa vue perçante lui permet de débusquer le moindre ver de terre à bien plus de 10 mètres. Les femelles sont polyandres et s'accouplent donc avec plusieurs mâles. Si pour certaines espèces les parents sacrifient tout pour élever leur progéniture, eh bien ce n'est pas le cas de la femelle coucou qui a un instinct maternel bien particulier. En effet, l'espèce est parasite et pratique ce qu'on appelle le parasitisme de couvée. La femelle, après avoir guetté le départ des parents, va pondre son œuf dans le nid d'une autre espèce qui va se charger de la couvaison mais aussi du nourrissage. La stratégie a été élaborée de façon optimale pour la survie. La femelle coucou va gober un des œufs du couple nicheur pour mettre le sien à sa place, ni vu ni connu. Le petit coucou naîtra avant les autres et fera passer tous les œufs par-dessus bord afin d'être enfant unique. Pour en savoir plus sur le coucou gris, nous accueillons Pierre Aghetti, qui est chargé de vie associative et éducateur à l'environnement au sein de la LPO Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Alors Pierre, à quoi ressemble le coucou gris, cet oiseau qu'on observe difficilement mais qu'on entend plutôt fréquemment au printemps ? Oui, alors c'est vrai que c'est un oiseau qu'on observe très rarement. Tout le monde connaît son chant, on l'a tous entendu dans nos campagnes, mais c'est un oiseau qui reste assez discret visuellement. Donc pour faire un petit descriptif rapide de l'espèce, on est sur un oiseau qui fait une taille moyenne et qui a une forme assez longiligne. Donc on est sur un oiseau qui fait la taille d'un épervier à titre de comparaison, donc dans les 30 cm du bout de la queue jusqu'au bout du bec. Le coucou est un peu comme l'épervier, donc c'est-à-dire qu'il a le dos qui est gris ardoisé et un ventre blanc qui va être rayé de rayures noires horizontales un petit peu partout, que ce soit de la base du coucou-pion jusque pratiquement à la nuque. Du coup, la petite anecdote, c'est que le coucou ressemble beaucoup à l'épervier. En fait, c'est quelque chose qui est du coup voulu, au point où le lore, donc c'est-à-dire la peau qui fait le tour de l'œil de l'oiseau, est jaune comme l'épervier. Donc il pousse le mimétisme jusqu'au petit détail. Il a une queue assez longue, le coucou. Ouais, une queue assez longue, comme l'épervier, et il a les ailes qui sont plutôt pointues, donc on le reconnaît assez facilement quand il est en vol, puisqu'en fait ça fait une silhouette qui a des ailes qui paraissent limite triangulaires de chaque côté. On est sur un bec de quelle couleur pour le coucou ? Pour le coucou, le bec est plutôt gris, couleur plomb un petit peu. On n'est pas sur un bec qui est coloré, donc c'est un bec qui est assez pointu, bec d'insectivore, qui n'est pas non plus comme l'épervier, du coup un bec de rapace, un bec crochu pour découper de la viande, mais un bec pointu, ouais. On trouve le coucou gris dans tous les milieux. Est-ce qu'il a besoin d'un grand domaine vital ? Alors oui, le coucou, c'est un oiseau qui a la particularité d'ailleurs d'avoir un domaine vital qui est composé de 2 entités différentes. La première entité va correspondre en fait à la zone d'alimentation, qui va pouvoir partager même d'ailleurs avec d'autres individus de son espèce. Et la deuxième entité de son territoire va correspondre à la zone de reproduction, donc la zone où il va chercher certains nids à parasiter. Et ça, c'est une zone qui va défendre assez farouchement, puisque c'est là où on va surtout l'entendre chanter. Par exemple, on sait que sur certains endroits, la zone de reproduction peut être distante de plus de 4 km de la zone de nourrissage et d'alimentation. Donc on est sur un territoire qui va couvrir entre 1 à 2 km², voire jusqu'à 4-5 km², quoi. Le coucou gris est essentiellement insectivore et c'est d'ailleurs le seul oiseau qui peut digérer les chenilles aux longs poils urticants. Quel est, Pierre, son régime alimentaire de base ? C'est un oiseau qui, du coup, est insectivore, en fait. Il va consommer beaucoup de chenilles, mais pas que. Il a une prédilection, effectivement, pour les chenilles poilues, les chenilles qui sont dites processionnaires pour certaines. Mais il va aussi consommer des larves, des insectes, des libellules, criquets, scarabées, tout ce qui est d'une taille suffisamment grosse pour valoir la peine de se déplacer et l'attraper, quoi. Est-ce qu'il a des sens développés qui vont lui permettre une chasse efficace ? Il fait comment ? C'est comme beaucoup d'oiseaux, on va dire de proie, que ce soit pour capturer des campagnols très loin, par exemple comme la buse ou comme le petit rouge-gorge pour capturer des tout petits moucherons. Lui, il a également vu qu'il est insectivore, il a également
une vue assez perçante, on sait que c'est le sens qui est le plus développé chez cet oiseau. Donc l'odorat, les oiseaux en sont pratiquement dépourvus. L'ouïe, il peut chasser à la limite à l'ouïe, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va repérer surtout le mouvement, comme beaucoup de prédateurs. Et on sait que par exemple, il peut repérer un lombric à 20-30 mètres, un lombric qui se déplace à 20-30 mètres. Pour ça, il va souvent chasser, percher en hauteur et repérer ses proies, mais il peut aussi se déplacer au sol à la manière d'un python, et il va du coup récupérer ses proies dans le feuillage, les branches basses, etc. En dehors de la saison des amours, est-ce que c'est un oiseau qui est plutôt solitaire ? En dehors de la saison des amours, c'est un oiseau qu'on connaît peu. On connaît à peu près ses zones d'hivernage, mais on ne sait pas si du coup ces oiseaux forment des dortoirs et se rassemblent à la manière des hirondelles en Afrique ou autre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en période de reproduction, effectivement, c'est un oiseau qui est plutôt solitaire parce que mâles et femelles ne se rencontrent que pour l'accouplement et ne laissent pas leurs jeunes. En avril-mai, le coucou gris fait son grand retour. En France notamment, pour la période de reproduction, on en parlait. À cette période, on entend souvent son chant caractéristique. Je ne vais pas l'imiter, mais tout le monde voit à quoi ça ressemble. À quoi sert ce chant, Pierre ? Le chant des oiseaux, il a plusieurs vocations. En l'occurrence, le coucou, c'est un oiseau qui est dit kleptoparasite. Donc, son chant va surtout permettre d'attirer une femelle, de marquer une zone également de reproduction, donc c'est-à-dire avertir les mâles que le territoire est déjà occupé. Et du coup, c'est un chant qu'on va entendre vraiment que en période de reproduction. On sait que c'est un oiseau qui est quasiment muet en dehors de la période de reproduction. La femelle coucou, elle est polyandre. Est-ce que ça, c'est un atout pour la survie de l'espèce ? Alors oui, la polyandrie, ça peut être un atout pour la survie de l'espèce, étant donné que du coup, elle risque de posséder plusieurs partenaires pour la reproduction. Donc quel atout pour la survie de l'espèce? Ça va être surtout une diversité génétique plutôt spectaculaire dans les populations de coucous, puisque sur la même saison de reproduction, elle peut s'accoupler avec plusieurs mâles. Et de même pour les mâles. On le disait en introduction, le coucou gris pratique le parasitisme de couvée, c'est-à-dire que la femelle va pondre son œuf dans le nid d'une autre espèce qui va assurer la couvaison mais aussi le nourrissage. Quelles sont les espèces le plus souvent parasitées ? On sait que par exemple en France, le coucou parasite environ une 50aine d'espèces. Pour le coup, j'aurais tendance à dire que les espèces les plus souvent parasitées vont être les rousserolles et sarvates, les rouges-gorges familiers que tout le monde connaît. Il y a également le troglodyte mignon, qui est l'un de nos plus petits oiseaux. C'est un oiseau marron qu'on voit souvent dans les haies détalés à notre passage. Il y a également la bergeronnette, le pipi de farlouse, l'accenteur mouchet. Ils ont la particularité tous d'être insectivores, en fait. Les œufs du coucou, ils sont conçus pour ressembler à ceux de l'hôte, à ceux du nid dans lequel ils sont déposés. Quelle est la stratégie de la femelle pour déposer son œuf sans être démasquée, entre guillemets ? On peut considérer que là aussi qu'il y a deux stratégies différentes. Alors on a les femelles qui vont surveiller discrètement les couples des espèces convoitées. Elles vont les surveiller de manière à profiter d'une absence du couple pour commettre son méfait. Donc généralement ça va souvent avoir lieu l'après-midi quand le couple n'aura pas besoin de couver ses œufs, que les œufs seront assez au chaud et que les insectes vont sortir. Donc le couple va se permettre d'aller chasser ensemble, de partir et là du coup la femelle va pouvoir pondre. Ensuite la deuxième stratégie, tout à l'heure je vous ai parlé du fait que le coucou ressemblait beaucoup à l'épervier. Et la femelle peut utiliser son mimétisme lié à l'épervier pour justement faire peur aux espèces hôtes. Donc c'est-à-dire qu'elle va fondre sur les nids comme si elle prenait en chasse, comme un épervier, les nids passeront, et du coup les faire fuir pour ensuite pondre dans ce fameux nid. L'œuf déposé par le coucou, il va éclore avant tous les autres, et je crois dès les premières heures de sa vie, l'objectif du petit va être de rester tout seul dans le nid. Comment il fait ? Alors ça, c'est des études scientifiques qui ont été établies et on a la réponse que de qui peut d'ailleurs. C'est que on sait maintenant que le jeune coucou, il possède une hypersensibilité au dos. Donc c'est-à-dire que tout ce qui touche son dos le dérange horriblement. Et dès lors qu'il va éclore, il va être du coup gêné par l'ensemble de la couvée de ses parents adoptifs. Et du coup, par réflexe, il va hisser tous les œufs en dehors du nid qui lui touchent le dos petit à petit jusqu'à se retrouver tout seul. Pierre, est-ce que ça arrive que deux coucous pondent dans le même nid ? Alors oui, je pense que ça peut arriver. Moi, j'ai jamais entendu dire qu'un nid était parasité par deux coucous. De toute manière, dans la nature, on est toujours surpris et rien n'est impossible, je pense. Et à mon avis, dans ce cas de figure où deux coucous pondent dans le même nid, dans tous les cas, un seul jeune coucou naîtra dans ce nid, puisque le premier éclos va éjecter, comme j'ai dit juste avant, tous les œufs, dont celui du deuxième coucou.
La nature est surprenante, vous venez de le dire, et ben justement, il y a certaines espèces qui ont appris à se défendre du coucou, comme l'alouette ou le traquet. Quelles sont leurs stratégies? Comment elles font, ces espèces? En fait, ce sont des espèces qui sont plutôt observatrices. Ce sont des oiseaux qui souvent se sont déjà fait parasiter par le coucou. C'est-à-dire que si ils ont déjà été embêtés par une femelle et qu'elle les a houspillés à la manière d'un épervier, ils vont pouvoir du coup reconnaître le coucou qui ressemble à l'épervier et déjouer du coup le mimétisme. Ensuite, il y a surtout une deuxième technique qui va être de repérer davantage les œufs de coucou dans leur propre nid. Puisqu'en fait, ils vont par réflexe nourrir un jeune coucou, mais ils vont savoir que ce n'est pas leur progéniture à eux, mais ils vont le faire quand même. Et du coup, l'année d'après, ils vont être un peu plus vigilants. Donc, c'est-à-dire que l'œuf de coucou, même s'il ressemble par exemple à l'œuf du rouge-gorge, il aura peut-être un diamètre un peu différent, peut-être un peu supérieur, une forme un peu moins ovale, des mouchetures qui ne lui ressembleront pas. Et ça, les oiseaux vont aiguiser en fait leur observation pour virer cet œuf. Le jeune coucou, comme beaucoup de petits, il est obsédé par l'alimentation. Il va réclamer de façon même tyrannique sa nourriture. Quelles sont ces techniques? Et je crois qu'elles marchent très bien, c'est-à-dire qu'il est beaucoup nourri. Oui. Il a besoin d'être beaucoup nourri. De toute manière, on sait que le jeune coucou, qui est bien plus gros que ses parents adoptifs, il consomme à peu près en termes de masse de nourriture l'ensemble d'une nichée. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ce coucou doit être seul dans le nid et que la nature est bien faite et qu'il éjecte tous les autres nids. Et pour quémander sa nourriture, ce que le jeune coucou va faire, c'est qu'il va surtout se montrer, il va hocher la tête, il va crier, il va lancer des cris, et il va en quelque sorte harceler les parents qui reviennent au nid avec le bec ouvert, comme beaucoup d'oisillons. Et si on regarde un peu plus attentivement l'intérieur du bec d'un jeune oiseau, on se rend compte qu'il est vraiment très coloré. Pour le coucou, c'est une couleur qui est un peu rouge, orangée, et ça va être un petit peu en quelque sorte la ligne de mire qui va stimuler les parents adoptifs à venir apporter la becquée en fait. Et alors ça marche même, il me semble, sur certains oiseaux qui sont aux alentours et qui passent juste pour apporter de la nourriture à leurs oisillons qui sont dans un tout autre nid. Oui, ça peut marcher. Alors, le cri plaintif du coucou est très efficace, et pour le coup, ça peut aussi ne pas marcher. Ça peut ne pas marcher, puisqu'en fait, il y a des espèces qui ne fonctionnent pas de la même manière au niveau du quémandage des poussins. C'est-à-dire que si, par exemple, un coucou parasite un couple de linottes, le jeune ne se fera jamais nourrir, puisqu'en fait, il n'aura pas les codes de la linotte. Les jeunes linottes, pour demander la becquée, elles pincent le bec des parents. Si elles ne pincent pas le bec des parents, forcément, il n'y aura aucune becquée, et le coucou, le petit coucou, ça ne le sait pas. Et il va demander incessamment en hochant la tête, en criant, en montrant sa gorge bien orange-rouge, etc., sans avoir de résultat. Le coucou, il parasite des oiseaux qui sont beaucoup plus petits que lui, qui font donc des petits nids, qui sont petits. Ça gêne pas le nourrissage? Le petit coucou, il va pouvoir tenir dans ce nid tout le long de sa jeunesse? Non, généralement, le jeune coucou, quand il arrive à terme, quelques jours avant l'envol, il est déjà bien gros et il tient pratiquement pas dans le nid. Ce que vont faire les parents dans ce cas, c'est qu'ils vont nourrir l'oisillon qui sera du coup sur les branches à côté du nid ou voire au sol. Mais c'est le cas aussi pour beaucoup de passereaux en fait, quand même des mésanges ou autres, quand les jeunes sont sur le point de s'envoler, si la nichée est conséquente, le nid ne peut pas accueillir toute la nichée. Donc certains jeunes un peu intrépides vont partir du nid sans pouvoir voler, être au sol, etc. Et c'est aussi le cas pour les petites hirondelles. C'est souvent qu'on peut trouver des petites hirondelles tombées du nid, c'est quand le nid commence à être un petit peu à l'étroit, avec tous ces jeunes-là. Au bout de la 4e semaine, le jeune coucou va commencer à voler et à prendre son indépendance. Quelle est la part d'inné et d'acquis dans son éducation? En somme, comment est-ce qu'il apprend à vivre comme un coucou? Alors, j'ai envie de vous dire que la part d'acquis, elle est quasi minime, voire inexistante, puisqu'en fait, il n'est pas du tout élevé par des congénères, il est élevé forcément par une espèce hôte, et s'il s'imprégnait en fait des codes sociaux de cette espèce hôte, il serait pas coucou, il aurait pas une vie de coucou, et du coup, tous les comportements qui lui sont propres sont des comportements qui sont innés. Est-ce qu'instinctivement, il va revenir pondre dans le nid de l'espèce qui l'a élevé? Alors oui, il va revenir pondre dans le nid de l'espèce qu'il a élevé, et d'ailleurs je pense que c'est la seule partie de son éducation qui va être acquise. Donc c'est-à-dire que le jeune coucou, quand il va éclore dans le nid, il va s'imprégner du cri de ses parents adoptifs, il va s'imprégner de l'habitat
Il va s'imprégner aussi du nid, de la forme du nid, des matériaux utilisés, de manière à, dans tous les cas, reparasiter la même espèce qui l'a vu naître. Donc le jeune coucou qui va naître dans un nid de rouge-gorge, forcément parasitera à partir de 1 an, 2 ans, un rouge-gorge. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que du coup, il sera programmé génétiquement pour reproduire du coup un œuf de rouge-gorge pratiquement à l'identique. 40% des jeunes coucous, Pierre, seraient dévorés entre 3 et 5 semaines. Quels sont leurs prédateurs principaux ? Pour le coup, là, on va être sur des prédateurs qui vont beaucoup concerner les mammifères, notamment les renards, les belettes, ça peut être aussi des fouines, des martres, pourquoi pas. Et on a également aussi les rapaces ou autrement même les corvidés, donc du style comme les geais, les pies, certains corbeaux ou voire les corneilles, qui sont bien friands d'oisillons aussi à la saison de reproduction. Vous en parliez à mi-mot tout à l'heure, il y a des cas où le parasitisme de couvée peut échouer. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? J'imagine qu'il y a plusieurs cas de figure. Oui. Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Donc, on a le premier cas de figure où on est sur un jeune coucou qui fait sa première saison de reproduction. Et dans ce cas, l'œuf, il peut être déjà pondu trop tôt ou trop tard. Puisqu'en fait, la femelle coucou n'est pas suffisamment expérimentée. Et ça peut être également le choix d'un hôte inadéquat, par exemple. Tout à l'heure, je vous parlais des linottes qui ont des codes pour commander de la nourriture différents des autres passereaux et des autres oiseaux. Si un coucou choisit une linotte pour déposer un œuf, forcément, son œuf et l'éducation de son jeune sera vouée à l'échec. Après, il peut y avoir de la prédation, il peut y avoir énormément de choses. On sait en moyenne le taux de réussite, justement, de la reproduction ? Ouais. Alors, on est sur un taux qui est assez faible. On est entre 20 et 30% de succès, en fait. Et, on sait qu'il y a un gros déchet de reproduction, mais ce déchet, il est souvent compensé par une longue longévité des adultes. On est sur une longévité moyenne de 10 ans à peu près chez les coucous. Ce qui est beaucoup pour un oiseau ? Pour un oiseau de cette taille, c'est plutôt beaucoup, et surtout pour un oiseau insectivore. À titre de comparaison, la mésange, on est sur du 3 ans d'espérance de vie. Le rouge-gorge, on est entre 4 et 5 ans. Alors, ce sont pas des mêmes tailles, on est d'accord, mais ce sont des oiseaux qui ont pratiquement, en fin de compte, les mêmes mœurs et la même alimentation. Donc c'est beaucoup. Pierre, on le rappelle, notre petit coucou, il passe tous les autres œufs par-dessus bord pour être seul maître du nid. Justement, est-ce que tout ça, ça a un impact à moyen ou à long terme sur les effectifs des espèces parasitées par le coucou gris ? À long terme ou à moyen terme, pas spécialement, mais par contre, ça peut avoir un impact localement. On peut lire dans la littérature que certains endroits, certains sites en France ou même en Allemagne peuvent être parasités à 60%. Donc c'est-à-dire que les populations de rousserolles, un petit passereau nicheur qui vit dans les roselières, peuvent être parasitées jusqu'à 60%. Mais ça, c'est très très local. Sur les autres sites, par exemple, on sait que le rouge-gorge va faire 1 nichée, 2 nichées, voire même 3 nichées. Idéalement, la même chose chez les mésanges, etc. Seulement, la femelle coucou, elle va parasiter un nid une année et elle ne va pas le parasiter 2 fois. Donc ça laisse encore la chance à un couple de mésanges ou de rouge-gorge de pouvoir établir encore 1 voire 2 nichées dans la saison de reproduction. Donc il fait partie intégrante de l'écosystème et de la vie des autres oiseaux. Donc il n'y a pas forcément d'impact. Un coucou sur 20 atteindrait, selon certaines études, l'âge de s'envoler pour sa migration. Où vont-ils migrer justement les coucous ? Alors les coucous, on sait que ce sont des migrateurs qu'on appelle long courriers. Ce sont des migrateurs au long cours qui descendent au sud du Sahara et qui vont du coup s'installer dans les forêts tropicales africaines. Ce qu'ils vont rechercher à ces endroits sont les canopées des forêts tropicales qui sont très très riches en insectes. Et on ne sait pas encore, parce que personne n'est vraiment allé là-bas étudier le coucou. On pense que dans ces forêts tropicales, on a des concentrations de coucous qui se rassemblent par paquets de manière à trouver la nourriture plus facilement et en groupe. Pierre, selon certaines études, en France, le coucou gris aurait perdu 25% de ses effectifs depuis les années 90. Quelles sont les principales menaces auxquelles il doit faire face aujourd'hui ?
Il fait toujours face aux menaces qui l'ont vu régresser, justement. Donc ces menaces, on peut les quantifier et les classer en 3 axes. Donc de toute manière, ces menaces, elles sont d'origine anthropique, donc forcément liées à l'homme. Donc on a une première menace qui est liée au changement climatique. Donc c'est-à-dire que les coucous, eux, malgré le fait que les printemps soient de plus en plus doux et de plus en plus précoces, n'adaptent pas en fait leur retour de migration africaine. Donc ils arrivent toujours généralement à partir de la deuxième quinzaine de mars, voire début avril. Seulement, toutes les espèces qui sont sédentaires et qui restent en France, elles sont capables d'avancer leur nichée et de commencer à pondre plus tôt. Donc le coucou fait face à cette menace et du coup a de moins en moins de chances de pouvoir parasiter des nids de passereaux. Ensuite, il y a une deuxième menace qui est bien plus importante encore pour le coucou, je parle, bien plus importante que du coup le réchauffement climatique. Ça va être l'utilisation de pesticides, d'insecticides dans l'agriculture. Là, on est sur clairement un effet pervers, c'est-à-dire que on va supprimer directement la nourriture du coucou. Donc, ça va pas nuire spécifiquement aux coucous adultes, mais on va empêcher un renouvellement de génération puisque les adultes des espèces hôtes auront de plus en plus de mal à trouver des insectes pour nourrir leur progéniture. Et ensuite, ça concerne un petit peu tous les territoires dans tous les pays du monde. L'artificialisation des territoires et l'occupation des sols par l'être humain fait que les habitats favorables aux coucous sont de moins en moins présents sur nos territoires. On sait s'il y a beaucoup de coucous qui viennent en Saône-et-Loire au retour du printemps? Alors oui, le coucou, c'est un oiseau qui est présent dans tout le département. On a fait ce qu'on appelle un atlas des oiseaux nicheurs de Saône-et-Loire et de Bourgogne, qui répartit le territoire en mailles de 10 km par 10 km. Et il n'y a pas une maille de 10 km par 10 km qui ne présente pas un coucou sur notre département. Seulement, on peut s'apercevoir qu'il y a certaines disparités d'un bout à l'autre du département quant à la concentration de coucous. Par exemple, le Charolais et le Brionnais sont des territoires qui regorgent de coucous. On a des densités qui sont assez phénoménales. On sait également que la Basse-Vallée du Doubs, c'est un endroit où les coucous sont fortement présents. Par contre, de là à vous donner un effectif sur le département, ça, nous, Ligue de protection des oiseaux, on n'a pas encore fait. Je crois que de mémoire, on est sur une estimation nationale de 800 000 individus, à peu près. Est-ce que le coucou a une place particulière dans notre écosystème, Pierre ? Ah oui, chaque espèce a sa place. Chaque espèce a sa place dans les écosystèmes et le coucou a notamment une place de régulateur. Tout à l'heure, on parlait par exemple de chenilles processionnaires. On pourrait ouvrir cette discussion sur est-ce que le coucou pourrait pas enrayer la progression des chenilles processionnaires qui sont de plus en plus notées au nord de notre pays. Il a également sa place en tant qu'espèce parasite. Quelque part, on peut également se demander est-ce qu'il régule pas la population de passereaux. Donc, dans un écosystème qui marche, on pourrait se poser la question. Là, on est sur une régression assez généralisée des passereaux, j'en doute. Mais dans tous les cas, oui, le coucou a sa place dans nos écosystèmes. Merci beaucoup Pierre Aghetti pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes chargé de vie associative et éducateur à l'environnement à la LPO Bourgogne-Franche-Comté. On peut entre autres trouver plus d'infos sur le site internet côte-dor.lpo.fr et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de 100% Nature. Merci. Merci à vous. C'était 100% Nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.